tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est une vidéo un peu spéciale. Effectivement, on ne va pas parler de Koh Lanta ou de Survivor, donc c'est un peu une première. On va parler de l'émission Les Traîtres. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas l'émission, ça va pas être une habitude sur la chaîne. Je vais un petit peu parler de l'émission mais je vais pas faire des reviews toutes les semaines. Clairement, c'est vraiment une vidéo test pour savoir si la communauté de Clem Coco, les abonnés de Clem Coco aiment l'émission Les Traîtres. Donc c'est une petite vidéo test, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une vidéo qui parlera de cette émission d'M6. On parlera de la saison 1 un petit peu dans cette vidéo, de ce que je pense de l'émission en général, et également de la première soirée où il y avait les 2 premiers épisodes de la saison 2. J'espère que la thématique vous plaira. Ce n'est pas Koh Lanta, nous sommes d'accord, mais pourquoi pas, je me suis dit je vais tester. Pas mal d'entre vous m'ont demandé de parler des traîtres sur cette chaîne. C'est vrai que j'aurais pu parler par exemple de Pékin Express également, mais là je me dis, il y a quand même Claude de Koh Lanta, même si c'est pas un candidat que je surkiffe, parce que je le trouve clairement surcoté. Dans la saison d'avant, il y avait Clémence, qui s'en est très bien sortie. Si vous ne voulez pas vous spoiler, n'écoutez plus à ce moment-là, mais elle a effectivement gagné la saison 1 avec David Douillet, donc vraiment chapeau à elle. Donc je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens qui demandent, donc on y va, on fait un petit test vidéo sur les traîtres. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des enquêtes, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va se lancer dans l'aventure Les Traîtres et je vais donner mon avis sur l'émission, un petit peu la saison 1 et sur ce début de saison 2. Alors c'est parti, on va commencer tout simplement par mon avis sur l'émission en elle-même. C'est vrai que l'année dernière, je suis passé complètement à côté de cette émission. J'en avais entendu parler, bien sûr, j'avais vu vite fait le casting, j'avais vu bien sûr qu'il y avait Clémence de Koh Lanta. C'était clairement la personne qui me parlait le plus, puisque je parle de Koh Lanta tous les jours que Dieu fait, donc forcément Clémence, mais ça me parle. Même si c'est pas forcément une candidate que j'adore, voilà, je l'aime bien, elle me dérange pas, un petit peu sur le côté quand même, mais en tout cas elle ne me dérange pas. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le casting, je me suis dit, bon, c'est quand même celle qui me parle le plus de tout ce qu'il y a. Le concept en lui-même, je le trouve plutôt sympa, voilà, c'est quand même un loup-garou géant, c'est un peu ça, c'est un peu le délire. C'est un peu le délire du jeu, bon ben ok, pas de souci, dans un grand château un peu à Harry Potter, même si je suis pas très fan d'Harry Potter. Sorry, je balance. Surtout que quand Harry Potter est sorti, que ce soit les livres ou les films, j'avais à peu près son âge. C'est sorti en 2001, Harry Potter le film, donc j'avais 13 ans. Les livres sont sortis un petit peu avant, donc il avait 11 ans dans le livre, donc j'avais à peu près son âge. Mais ça m'a pas parlé. Moi je suis pas très magie, je m'en fous un peu. Je fais une parenthèse sur Harry Potter, ça n'a aucun rapport avec les traîtres ou Koh Lanta, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas je trouve qu'Harry Potter, bon c'est un peu surcoté, je trouve qu'on en parle encore vachement alors qu'il y a plus de livres et plus de films. Certes il y a les Animaux Fantastiques et compagnie, il va y avoir la série aussi. Mais moi Harry Potter ça m'a pas du tout touché, vraiment. Pourtant j'ai vu tous les films au cinéma. À chaque fois que je sortais de la salle j'étais en mode... Non, c'était pas ouf. Et à chaque fois, j'y retournais. Je crois que mon film préféré d'Harry Potter, ça doit être La Coupe de Feu. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Tout n'est pas acheté dans les films, mais c'est vrai que ça parle trop de magie. Et honnêtement, unpopular opinion, Harry Potter, c'est une tête à claque, ce gamin. Il est insupportable. Moi, je suis team Ron à mort. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que le château, le truc qui ressemble à l'école d'Harry Potter, je sais même plus comment elle s'appelle, l'école. Poudlard, voilà, c'est bon. J'ai quand même une mémoire d'Harry Potter pas trop mauvaise. J'ai quand même vu tous les films, au moins une fois. Donc, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu l'esprit. Bon, ça, on avait fait dès la saison 1. Le concept c'est sympa, moi j'adore le loup-garou. Moi clairement le loup-garou, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Par contre ça peut très vite partir en live si les gens sont pas concentrés, si on a un peu trop fait la fête avant. C'est un carnage, je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu. Mais c'est quand même plutôt sympa. J'avoue que je suis pas très bon. Soit je suis loup-garou et je me fais griller en 3 secondes. Je suis pas un acteur de malade, pourtant j'ai quand même fait des études dans le cinéma et dans le théâtre. Mais ce n'est clairement pas fait pour moi, en tout cas niveau acting du loup-garou. Peut-être que sur scène je suis meilleur. Je sais pas, faudra voir un jour. Mais en tout cas, je trouve que le garou, je suis pas très bon. Et en plus, souvent je fais avec des gens qui me connaissent. C'est vrai que je suis une personnalité qui fait que je prends beaucoup de place. Et forcément, les gens m'accusent en 3 secondes. Donc même si je suis pas le garou, je me fais sacrifier au conseil. Donc enfin bref. Ah oui, petite parenthèse, c'est n'importe quoi. Cette vidéo, ça va être n'importe quoi. C'est vraiment une vidéo qui sort du contexte de Koh Lanta, donc ça va être n'importe quoi. Derrière moi, effectivement, il y a un set de couteaux. Parce que, clairement, dans les traîtres, ils s'amusent à se donner des coups de poignard dans le dos, donc bon, c'était un peu le thème. Voilà, j'ai fermé la parenthèse sur les couteaux. Et tout ça pour dire que le concept est plutôt sympa. C'est un petit peu agrémenté de mini-jeux pour gagner des amulettes, pour gagner des avantages et gagner aussi, bien sûr, des lingots pour les associations, pour gagner un max de thunes, parce que c'est un peu le concept, même si bon, je trouve que les émissions comme ça, où s'il y a de l'argent pour les associations, c'est un peu un prétexte pour faire une émission et se montrer
etc. Mais bon, on va pas cracher dessus, c'est de l'argent pour l'association, c'est plutôt pas mal. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a pas mal de candidats qui se connaissent pas. Alors il y en a qui se connaissent, hein, mais des fois ils devraient faire un concept genre spécial ancien candidat de Koh Lanta. Bon, clairement c'est parce que je suis sensible à cette émission, mais aussi que des Miss France, ça peut être rigolo. Elles vont s'écharper entre elles, ça peut être sympa. Ou alors que des anciens candidats de Secret Story, ou alors que des footballeurs. Des anciens footballeurs, Franck Leboeuf, ou encore Robert Pires qui a fait Fort Boyard il y a 2 semaines. On peut mettre aussi Dugarry, enfin pourquoi pas, même si je suis pas très sensible aux joueurs de football, mais on peut mettre plein d'anciens joueurs de football, ça peut être sympa. Enfin voilà, un petit peu un pensée comme ça peut être sympa. Mais bon, là c'est plein de petits people. C'est vrai, par contre, c'est assez varié au niveau casting. On a des candidats d'émissions. Là par exemple, il y a eu 12 coups de midi, on a Koh Lanta, on a dans cette saison un mec de N'oubliez pas les paroles, donc c'est plutôt sympa. Il y a des influenceurs et des créateurs de contenu sur YouTube. Il y a des politiques, vraiment, Jean Lassalle, on va en parler. Il y a des présentateurs, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, donc ça c'est plutôt cool. Niveau casting, je trouve que c'est assez varié, on a un petit peu tous les domaines, donc ça c'est plutôt cool. Le concept est cool, le casting peut être cool. Bon, bien sûr, il faut pas s'attendre à des stars de malade, on va pas avoir Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Eminem Farmer, hein, on va pas se mentir. Mais bon, le casting est plutôt varié, même si parfois on peut pas reconnaître certaines personnes, surtout quand on est une génération un peu plus ancienne, quand par exemple un mec, je sais pas, de 45 ans, 50 ans, et qui est pas du tout sensible aux influenceurs ou youtubeurs, quand il voit des candidats, je pense qu'il est en mode mais qui sont ces gens? Mais bon, ils expliquent à chaque fois qui ils sont, ça c'est plutôt sympa. Et pour les plus jeunes, ils se retrouvent avec des youtubeurs, ou des influenceurs, ou des jeunes acteurs, ou des jeunes chanteurs, hein, enfin bref, vous m'avez compris. Et avec les anciens, du coup ils sont un peu perdus, mais on décrit qui ils sont. Donc plutôt stylé au niveau du casting. Le point noir de l'émission, moi je trouve que des fois c'est un peu long. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cinématiques, etc. Pas autant que Koh Lanta, hein, clairement, ou que Fort Boyard. Fort Boyard c'est rempli de cinématiques insupportables. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques petits moments un peu longs. Et également, je vais pas me faire des amis, mais moi Eric Antoine je ne peux pas. Je trouve vraiment qu'il en fait trop. Je trouve pas drôle du tout. En plus il est aussi magicien et je n'aime pas trop la magie. Hein. Pourtant, je suis génération David Copperfield, hein. Vraiment à l'époque, quand j'étais gamin, David Copperfield c'était une star de malade et tout, mais ça me faisait rien, je m'en foutais. Donc enfin bref, moi il me fait pas rire, il est tout le temps pareil en plus, que ce soit dans La France à l'incroyable talent, même si je regarde pas cette émission très peu, je crois que j'ai vu un prime entier une fois chez une amie qui aimait bien, et également dans Lego Master. D'ailleurs je vous annonce, je ne regarde plus Lego Master à cause de lui, parce que vraiment il en fait trop, il est too much, moi il me fait pas rire du tout. Genre par exemple ce soir dans une scène, à un moment il fait style de parler en se mettant des popcorn dans la bouche, du coup on comprend rien. J'étais vraiment mais à quel moment c'est drôle en fait. Donc vraiment j'ai du mal avec ce présentateur. Après il est hyper populaire, il est hyper aimé, moi j'ai plein de potes qui l'aiment bien. D'accord. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de problème, mais moi c'est vraiment un point noir. Après je trouve que par rapport à Lego Master, il est vachement plus discret, il est là quand même, puis il joue un petit peu un rôle mystérieux qui lui va pas trop mal, mais pour moi c'est quand même un point noir. Donc enfin bref, une émission plutôt sympa avec des éliminations, des suspicions, en mode loup-garou, c'est vraiment stylé. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des binômes. L'année dernière, on avait eu David Douillet et sa femme. On a vu les 2 meilleurs amis avec Mélo Coco et Natou. Et également cette année, on a Nathalie Marquet et son fils, et le couple Thibaut InShape et Juju Fificat qui ont pris énormément de place dans l'épisode, hein, clairement, enfin dans la soirée. Bon, après on sait pourquoi à la fin de l'épisode, hein, mais franchement, ouais, ils ont pris beaucoup de place. Donc pourquoi pas les binômes, ça peut être sympa parce qu'ils vont se trahir entre eux, ça crée des drames. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, une émission plutôt sympathique qui se regarde tranquillement. L'année dernière, je vous disais, j'étais passé complètement à côté, même si l'idée de base pouvait être intéressante, mais bon, je sortais de Koh Lanta comme nous tous, et j'avais envie de me reposer, donc j'avais pas pris trop le temps. Et il y a juste le dernier soir, les 2 derniers épisodes où j'ai vu donc la victoire de Clémence et David face à une Elsa en larmes totales. J'étais tombé dessus, je me dis, oh tiens, je vais regarder vite fait, personne m'en avait trop parlé. Et finalement, je m'étais bien pris au jeu, donc j'avais tout rematé en replay, et j'avais bien kiffé quand même, j'avais bien aimé. C'est vrai que sur la chaîne, personne m'en a trop parlé, pourtant il y avait Clémence. Il y en a qui m'en ont parlé dans les commentaires, mais très vite fait, du coup je me suis pas trop amusé à faire une vidéo dessus. Et là j'avoue que beaucoup m'en parlent, vu que le succès que la saison 1 a eu, surtout le bouche à oreille qu'il y a eu pendant toute l'année. Donc là je me suis lancé, et là je vais bien m'investir. Je ne ferai pas des vidéos toutes les semaines comme les reviews de Koh Lanta. Je pense que je ferai des bilans au bout de 2 soirées, un truc comme ça peut être sympa. De toute façon la semaine prochaine, vous savez, le vendredi 21 juillet, ce sera les 2 ans de la chaîne, donc ce sera la foire aux questions. Et il y en a eu des questions, vous êtes vraiment lâchés, donc tant mieux. Vraiment tant mieux, j'espère qu'elle sera pas trop longue cette vidéo. L'année dernière je crois qu'elle durait 1h30, 1h40. Mais bon, hein, pourquoi pas 2 heures? On va essayer de battre un record. En tout cas merci pour toutes les questions, vraiment c'est super sympa. Je vais essayer de répondre à toutes, surtout qu'à moi il y a des énigmes et je suis nul en énigmes. Mais par exemple là, dans les traîtres, quand ils devaient trouver quelque chose dans le livre pour essayer de trouver un symbole et tout, moi je trouvais rien. Donc vraiment je suis nul.
nul. Les énigmes, je pense que je serais très mauvais, mais on verra bien. J'ai pas trop lu les questions, je vais essayer de faire du live. Donc en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec la foire aux questions. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Non, je rigole. Enfin bref, on enchaîne. Le concept est sympa, j'ai été assez séduit. C'est pas le coup de cœur de malade non plus, mais ça cesse bien regarder. Je trouve que des fois c'est un petit peu trop long. Et puis moi, Eric Antoine, je suis pas trop fan. Mais quand même, il y a beaucoup de points positifs, ceux que j'ai énumérés juste avant. Donc vraiment, une émission sympathique qui se regarde tranquillement entre amis ou en famille. Et donc là, vite fait, on va débriefer la saison 1 que j'avais regardée donc l'année dernière, que j'ai revue cette semaine entièrement en replay pour pas trop tout oublier pour la vidéo que je fais sur les traîtres. Et effectivement, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Les épreuves pas toutes ouf. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué d'ailleurs, à part quand ils se font enterrer et que Elsa est en panique totale. Hein. Bon, c'est un peu lugubre, c'est un peu weird comme situation, mais pourquoi pas. On sait très bien que bon, la production va pas nous laisser mourir sous la terre. Après, il y en a qui aiment pas, hein, des claustrophobes, etc. Je peux comprendre. Moi, ma grand-mère est claustrophobe, même une chambre fermée, elle est en détresse, donc je peux comprendre. Moi, ça m'aurait pas dérangé, c'est plus les insectes qui m'auraient dérangé dans le cercueil. Mais en tout cas, bon, cette épreuve avait marqué. J'avais trouvé à l'époque les questions assez faciles pour deviner Stromae, Omar Sy et compagnie, c'était assez simple. Il y a une épreuve qui avait marqué où il devait courir et il y avait des gens avec des capes qui se retournaient avec des maquillages différents. Il fallait trouver des paires. J'avais trouvé ça plutôt sympathique, mais d'autres épreuves qui m'avaient pas forcément marqué, comme l'épreuve où Clémence galère à tirer plein de journaux. Bon, les épreuves c'est à revoir, je trouve. Même dans cette soirée-là, la première soirée de la saison 2, il y a des épreuves, je suis en mode, pas ouf. C'était quand même plutôt sympa. Les candidats qui m'avaient marqué, c'était clairement Clémence et David Douillet. Alors Clémence, je l'ai trouvé super. Juste au début, elle s'était un peu grillée avec Delphine Wespiner, je crois que ça se dit, l'ex-Miss France. Et Elsa Esnou, donc l'actrice. Elle s'était un peu grillée direct, mais tu es toute rouge, Clémence. Elle est en mode comme ça avec son pull. Et après, elle a été assez bonne. Elles n'ont pas hésité à se débarrasser de Vanessa, qui était grillée en 3 secondes par son mari. Et David Douillet était un très bon joueur, parce que déjà, quand il était loyal, il avait dégagé sa femme en 3 secondes. Il n'a pas hésité. En mode Sierra dans Survivor qui vire sa mère. Plutôt sympa. Et après, il est devenu loyal avec Riyad. Et Riyad qui avait fait un peu de la merde. Donc du coup, David Douillet et Clémence en étaient débarrassés. J'avais trouvé ces moves plutôt intéressants de la part des deux, vraiment top. Et le casting en soi était pas mal. Il y a certains candidats que je ne connaissais pas du tout. Donc Vanessa, la femme de David Douillet, mais ça c'est un peu logique. Je crois qu'elle c'est pas une personnalité publique avant ça. Je sais pas si elle a fait grand chose. Et Paul de l'émission 12 coups de midi, tout simplement parce que je ne regarde pas l'émission 12 coups de midi. Je le connaissais de tête, mais c'est tout. Vraiment des 12 coups de midi. Je connais le monsieur qui a fini en prison, hein, clairement. Mais il a été ultra médiatisé et maintenant il est ultra enterré par TF1. Et également Paul. Et il y a aussi Bruno, un petit brun plutôt stylé d'ailleurs, qui a un petit peu la classe. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'il avait gagné je sais plus combien. Mais en tout cas voilà, je connaissais pas forcément les candidats de cette émission, je ne regarde pas. Mais Paul avait l'air plutôt intéressant, mais il s'était fait dégager un peu trop vite. Je ne connaissais pas du tout aussi Mélo Coco, tiens j'ai oublié de parler de ça, que j'ai trouvé super sympa. Déjà j'adore Natou. Alors je regarde pas toutes ses vidéos toutes les semaines, mais Natou vraiment j'adore, elle a une super good vibes, ça doit être une super copine. Franchement si Natou tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à m'appeler, on peut faire un feat ensemble, il n'y a aucun problème sur n'importe quel sujet. J'aime tous les sujets, y a pas de problème. Elle me fait beaucoup rire. D'ailleurs, parenthèse sur Natou, elle avait fait un compte Instagram Sylvie l'influenceuse. C'était vraiment trop drôle. Avec ses galettes pure beurre, ça m'avait buté. Franchement, très très drôle cette Natou. D'ailleurs, elle fait plus, hein, Sylvie l'influenceuse. C'est un peu dommage. Moi, j'aimais beaucoup ce profil Instagram et ses vidéos. C'est dommage qu'elle ait arrêté. Avec sa fille, c'était n'importe quoi. En fait, sa fille, c'est sa mère. Bon, c'est n'importe quoi, c'était très drôle. Donc, en tout cas, ravi de retrouver Natou qui a bien joué mais qui s'est fait dégagé aussi. J'avais également beaucoup aimé Bernard Werber, l'écrivain, celui qui a fait la saga des fourmis. J'avais lu pas mal de ses livres quand j'étais au lycée, donc j'étais plutôt surpris de le retrouver là, c'était un peu un ovni, mais je l'ai trouvé plutôt stylé, donc j'ai bien aimé, c'était un bon joueur. J'ai aimé Bruno aussi de Catherine et Liliane avec Alex Lutz. Je l'ai vraiment aimé, j'ai trouvé plutôt sympathique à suivre. Riyad est plutôt sympa aussi, c'est un bon candidat, il est feel good et tout, même si bon, il s'est un peu perdu dans le jeu. Alex Ramirez, je connaissais vite fait, mais de loin sur Instagram. Il a l'air plutôt sympa, mais c'était pas forcément un gros coup de cœur dans la saison, mais plutôt cool quand même. Et Martin Lamotte, bon moi j'adore Le Père est une ordure, j'ai beaucoup vu Les Bronzés quand j'étais gamin, donc c'est un personnage que je connais bien. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci, il était plutôt cool. Camille Lacour, malheureusement, il n'a pas eu trop le temps, un peu comme Kéron cette saison, donc voilà. Un peu triste pour lui parce qu'il avait l'air de bien l'enquêter mais il s'est grillé trop vite. Et Delphine Wespiner que j'ai trouvé sympathique, que j'aime bien, que je trouve très très belle aussi. Malheureusement elle s'est trop investie dans le jeu et c'est vrai que le conseil où elle s'est fait éliminer il était dramatique. Franchement c'était un peu triste d'ailleurs sur le conseil, mais elle était trop agressive, elle commençait à agresser un peu tout le monde parce que ça l'agaçait d'être accusée à tort, ce que je peux comprendre. Du coup c'était un peu triste son conseil, et le conseil final où Elsa apprend que Clémence et David Douillet, les deux avec qui elle s'est associée, à qui elle faisait une confiance absolue sur les deux traites.
Vraiment, c'est un conseil où tout le monde est en larmes, c'est dramatique, tout le monde se trahit. Et ouais, ça m'avait un peu ému à l'époque. Hein. Même quand j'ai revu l'épisode, je me dis putain, c'est colère quand même. Bon, après, Elsa Esnou, moi je la connaissais pas du tout. Je crois que j'ai connu son existence parce qu'elle avait fait Danse avec les stars. Alors, je ne regarde pas du tout Danse avec les stars, par contre, je regarde toujours le casting, qui c'est qu'il y a, pour juger. Putain, je suis vraiment une hyène. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis en mode ah, connais pas, perdu. Je suis vraiment pas très gentil, mais je l'ai connue comme ça. Je dis, mais c'est qui elle? Et en fait, j'ai vu qu'elle était actrice, qu'elle avait joué notamment dans le reboot de Hélène et les garçons, Les Mystères de l'amour. Bon, après, je ne regarde pas tout ça, donc je ne sais pas si elle joue bien, si c'est une bonne actrice et tout ça, j'en sais rien. Mais je l'avais trouvée plutôt attachante dans les traits parce qu'elle se faisait rouler dans la farine dans tous les sens. Surtout que je me disais, mais elle joue très très mal. Elle balance tous ses secrets, elle s'associe avec les deux traits, enfin c'était n'importe quoi. Bon, après, elle avait pas tous les éléments que nous on avait. Mais voilà, enfin bref, c'était une bonne saison pour résumer. Je vais pas en parler 20 ans non plus. Il y avait pas mal de suspense, j'avais été agréablement surpris par Clémence et David Douillet, que je pensais pas aussi bons joueurs. C'était vraiment une bonne saison. En tout cas, je m'étais pas ennuyé quand j'avais tout refait, j'avais tout regardé d'un coup. Franchement, ça passe hyper vite, c'est feel good. Un épisode, ça dure 50 minutes. Franchement, même parenthèse sur même la soirée, très peu de pubs. Alors, il y en avait 3. Mais j'ai trouvé que ça passait crème, elles étaient plus courtes que celles de Koh Lanta, on va se mentir. Et même moi, au début, ça faisait 1 heure que l'émission avait commencé, je me suis dit, mais il n'y a jamais de pub ou comment ça se passe? Donc ça, très positif aussi sur l'émission en général. Mais en tout cas, saison 1 plutôt cool, ça a donné envie de voir la saison 2 et surtout de découvrir le nouveau casting que l'on a pu suivre dans cette première soirée de la saison 2 des Traîtres. Et donc c'est parti, on va commencer donc à débriefer la soirée des Traîtres saison 2, les 2 premiers épisodes. Et avant, on va parler du casting. Et c'est vrai que bon, on retrouve qui? Claude de Koh Lanta. Je pense qu'on va se taper un candidat de Koh Lanta chaque saison. Je croise les doigts pour qu'on ne se tape pas Laurent Mestré. Il y a quand même de fortes chances, on va pas se mentir, parce qu'ils prennent des personnalités de n'importe quelle chaîne. On a donc Paul des 12 coups de midi qui a fait TF1. On a Caroline l'acheteuse à faire conclure, d'ailleurs la collègue de François-Xavier Renaud de la saison 2 de Koh Lanta. Ça vient de France 2. On a Norbert qui vient de la chaîne M6. On a vraiment des candidats de toutes les émissions, donc ils peuvent très bien prendre Laurent Mestré, même s'il a fait les apprentis aventuriers en tant que présentateur, il peut clairement être casté. Ils peuvent prendre Théoura, mais bon, au niveau stratégie, il nous a pas monté grand chose, hein, donc après je vois pas qui c'est qu'ils peuvent prendre d'aussi connu. Peut-être Moundir qui a fait du poker et qui est pas mal en stratégie, surtout dans sa dernière saison. Moundir peut être appelé, donc je pense qu'on va se taper un candidat de Koh Lanta tous les ans. Il y a de grandes chances, parce que là on a eu Clémence, ensuite Claude, pourquoi pas Hugo aussi, Hugo la triche, bon, on verra bien. Mais en tout cas on retrouve Claude, je vous avoue que moi je le trouve complètement surcoté. Je ne le déteste pas du tout, mais j'ai jamais été très sensible. Je vous avais déjà dit, Koh Lanta Vietnam, moi ce côté stratège un peu vilain m'avait pas forcément plu. Moi j'étais team Marine et Aurélie, donc c'était clairement ses rivales pendant un bon moment dans la saison. Donc forcément j'étais pas pour lui. À l'époque j'étais plus jeune, donc j'avais moins de recul sur Koh Lanta. J'avais détesté son premier retour où il avait clairement trahi Théoura, ça m'avait beaucoup énervé. L'île des héros, il était plutôt cool, mais tellement surcoté, du coup c'était agaçant. Et la légende, il était clairement tranquille avec tout son harem jusqu'à la fin du jeu sans être menacé une seule fois. Et en plus il a triché. Donc forcément pas très fan du personnage, mais je le déteste pas. En plus je me suis dit, vu la réputation qu'il a, il peut largement sauter rapidement. Donc pas forcément très hypé, mais c'était inévitable de le revoir quelque part. Je préfère le voir ici dans les Traîtres que danser avec les stars, parce qu'à mon avis, il va pas danser incroyablement bien. Laurent Mestré, c'est un danseur dans l'âme, il a ça dans le sang, donc c'était sûr qu'il allait aller super loin. D'ailleurs, il a remporté l'émission. Et Clémence a tenté aussi, bon, c'était un petit peu un fiasco. Moundir aussi a tenté, mais il a pas fait long feu non plus. Donc voilà, bon, pas très surpris, c'était inévitable. C'est pas non plus une grosse déception, mais c'est pas une grosse surprise non plus. Ensuite, Natacha Saint-Pierre, alors là, c'est une très bonne nouvelle. Moi, c'est une chanteuse que j'aime bien. J'aime pas forcément ses chansons, mais je l'aime bien elle en fait. À chaque fois que je l'ai vue dans des émissions, parce qu'elle en fait quelques-unes, déjà elle a fait beaucoup de plateaux pendant que j'étais adolescent, je l'ai beaucoup vue sur le Hit Machine par exemple, pour ceux qui ont connu. Et elle avait fait aussi Mask Singer, mais ça je regarde pas trop. Et elle avait fait une émission scandaleuse, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est une émission qui a grave bidé où c'était des stars qui devaient imiter d'autres stars. Elle avait fait Nicki Minaj notamment, c'était vraiment pathétique. J'avais pas regardé du tout et ça avait bidé. Je sais plus comment s'appelait cette émission. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais je chercherai après l'enregistrement, mais cette émission était scandaleuse. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle sur Natacha Saint-Pierre. Je le raconte souvent à mes amis ou ceux qui savent pas, je trouve ça assez rigolo. J'essaierai de vous mettre dans les prochains jours une photo avec l'objet donc que je vais décrire. Effectivement, à l'époque, on est en, je sais pas, en 2000 ou en 2001 ou en 2002, je ne sais plus. En fait, je vis à Bordeaux et pour ceux qui connaissent Bordeaux, il y a l'hôtel de police, la bibliothèque et au milieu de ces deux bâtiments, il y a la patinoire Mériadec. Et en fait, à l'époque, on pouvait traverser la patinoire pour aller plus vite et pour accéder aux terrasses de Mériadec. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on pouvait traverser la patinoire
patinoire. Et à la patinoire de Mariadec, il y a souvent des concerts. Il y a même à une époque où, quand j'étais jeune, il n'y avait que ça, comme ça, de concerts assez grandes. Donc il n'y avait pas beaucoup de grands artistes qui venaient à Bordeaux. Maintenant, ça va mieux, on a les Matmut et tout ça. Et à un moment, on passe avec 2 copines de l'époque, que je ne vois plus du tout. On entend une voix un peu à la Céline Dion, quoi. On voit des gens qui sont collés à la vitre, qui essayent d'écouter, machin. Bon. Et donc, nous, petits curieux que nous sommes, on est au collège, je devais être en 5e, je pense. On se colle aussi. Et en fait, en se collant à la porte, elle s'ouvre. Et il n'y avait aucune surveillance, il n'y avait pas de mec de la sécu. J'étais en mode, mais c'est une blague. Et en fait, on voit une nana chanter, etc. Et on s'assoit, on s'installe. En fait, on était vraiment assis là où le public doit s'asseoir. Et il n'y avait personne qui surveillait. Et elle a chanté une chanson que je connaissais pas du tout. Et à la fin, quand elle a fini sa chanson, on applaudit et tout, machin. Et franchement, c'était n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi on était là. On savait même pas qui était cette meuf. Au moment où elle descend de scène, genre juste après sa chanson, on va la voir, on fait bonjour. Elle fait bonjour, je suis la première partie de Garou. Et effectivement, Garou, le chanteur, était au top de sa carrière. À ce moment-là, il venait de sortir sa chanson solo. Il sortait Notre-Dame de Paris. Enfin, c'était vraiment un gros vendeur de CD à l'époque. Elle a dit, je suis la première partie de Garou, je suis Natacha Saint-Pierre. Sauf qu'à l'époque, Natacha Saint-Pierre, elle était zéro. Personne la connaissait. Enfin, elle avait pas sorti encore son tube Tu trouveras qui avait cartonné. Donc vraiment, j'étais en mode, mais qui est cette dame? Et vraiment, elle nous dit, est-ce que vous voulez un autographe? Et nous, on s'est regardé en mode, d'accord. On était vraiment en mode, ok, mais je ne te connais pas, madame. Bon, enfin, bref, et donc on a eu une petite carte Natacha Saint-Pierre où elle a signé. Donc je vais essayer de vous retrouver ce truc, je l'ai encore, je crois. Je mettrai une photo de ma tête avec l'autographe, faudra que je le retrouve. Je vous promets, ce week-end, je la poste. Je vais essayer de trouver ça ce week-end. Mais en tout cas, voilà pour dire qu'elle nous avait fait un autographe et tout, mais on ne savait pas qui était cette personne. Donc on sort, on continue notre vie. Et quelques mois plus tard, il y a l'Eurovision de l'année qui suit. Et qui représente la France? Natacha Saint-Pierre. Et ma mère aime bien l'Eurovision, je balance. Je balance les dossiers sur ma mère. Et d'un coup, à la télé, la France arrive et je vois la nana. Je dis, mais c'est la meuf qui nous a signé l'autographe alors qu'on sait même pas qui c'est d'elle. Et après, elle a eu la carrière qu'elle a eue. Donc forcément, cette petite anecdote complètement perdue fait que j'ai toujours une petite affection pour Natacha Saint-Pierre, même si bon, il y a plein de chansons qu'elle a faites. J'étais pas fan, mais j'avoue que Tu trouveras, j'étais à fond, total, quand c'est sorti, ça a été un énorme succès. Et donc j'ai toujours une petite affection, voilà, je la trouve attachante, je trouve qu'elle est assez bonne vivante, souriante, donc j'étais assez content qu'elle soit là. Voilà, ma parenthèse sur Natacha Saint-Pierre est terminée. Ensuite, on a Nathalie Marquet-Pernot et son fils Tom Pernot. Donc c'est la femme et le fils de Jean-Pierre Pernot, le présentateur du JT TF1 qui est malheureusement décédé. Alors franchement, je m'en moque total des deux. Alors déjà, Tom Pernot, je le connais pas, mais un peu comme Vanessa Douillet l'année dernière. Mais bon, il a pas l'air non plus inintéressant, il a quand même un petit peu participé. Au début, on le voyait pas beaucoup dans l'émission, et après, il commençait un petit peu à intervenir, donc on verra ce qu'il donne par la suite. Mais Nathalie Marquet, j'ai jamais trop été séduit par son personnage. Je trouve qu'elle s'est un peu détruite physiquement, c'est un peu dommage parce que c'était quand même une très jolie femme, elle était Miss France quand même. Alors c'était dans les années 80, mais quand même. Et là, je trouve que madame, vous vous êtes fait du mal au visage, c'est un peu con. Donc des fois, j'ai un peu du mal à la regarder, j'avoue. Et en plus, je trouve qu'elle avait pas forcément une bonne personnalité, elle a été souvent dans les scandales après la mort de son mari, malheureusement. Elle s'est un peu acharnée sur plein de gens, etc. À juste titre ou non, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Et du coup, pas forcément séduit par le personnage, j'espère être surpris. Pour l'instant, pas ouf. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas forcément hypé de la voir au casting, et son fils, je connaissais pas. Donc, désolé. Ensuite, on avait Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle, une petite pépite, j'étais ravi de le voir parce que toutes les interventions qu'il avait fait pendant sa campagne présidentielle me faisaient mourir de rire. Ma perle préférée reste quand même au salon de l'agriculture où une journaliste vous dit « Et vous, vous avez des animaux chez vous ?» Et qui dit « Oui, j'ai une cochonne, c'est ma femme. » Non, mais what the fuck? Mais monsieur, faut vous calmer, hein. Et donc moi je trouve que c'est un mème, c'est n'importe quoi ce mec. Mais je trouve que c'est assez rigolo qu'il soit dans l'émission. En plus on va voir dans la soirée qu'il a fait n'importe quoi, on a l'impression qu'il en a rien à foutre du jeu. Mais en tout cas c'est assez rigolo qu'il soit là et qu'il se prête au jeu. Donc assez hypé de voir Jean Lassalle, j'avoue que c'était le candidat qui me tardait le plus de voir dans l'émission. Ensuite on a notre binôme, c'est donc Thibaut InShape et Juju Fificat. Alors moi je vous cache pas que Thibaut InShape, je suis pas forcément ultra fan, pas forcément de ses contenus, c'est surtout sur le sport, il fait un peu de comédie aussi, mais voilà, pas fan, mais c'est surtout qu'il a été un peu dans la sauce pour des propos racistes et homophobes. Après, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je connais pas tous les tenants et aboutissants, j'accuse personne, mais ça m'a un peu refroidi. Je ne juge pas direct, etc., mais je suis pas trop fan du personnage, même quand il avait fait 2-3 fois Fort Boyard, j'étais en mode... fait chier de le voir. Je trouve qu'il fait un peu fake, il est trop Monsieur Parfait, Captain America, mais pas la Nicolas du Feu Sacré, clairement. Donc pas trop fan du personnage. Pour ce qui est Juju Fificat, je connais juste une vidéo d'elle où elle avait repris et ça fait bim bam boum dans un avion. C'est la seule vidéo que j'avais vue sur Instagram et j'ai fait c'est quoi ça? Donc voilà, je sais qu'ils étaient en couple ensemble. Je crois qu'elle avait fait des vidéos avec Natou d'ailleurs, c'est peut-être là où je l'avais vite fait vu aussi. Franchement, pas forcément séduit par ce couple, surtout qu'ils vont prendre énormément de place dans la soirée. Mais donc voilà, je n'étais pas non plus trop hypé par ces deux candidats, mais j'attendais de voir. Enfin,
j'ai envie de voir aussi ce qu'ils donnent dans le jeu. Est-ce qu'ils vont être très joueurs ou plutôt discrets, je ne sais pas. Bon, finalement, je l'ai déjà dit, ils ont pris beaucoup de place, m'a un peu gêné d'ailleurs, mais un des deux s'est vraiment révélé très bon joueur, donc j'attends vraiment de voir la suite. Ensuite, Charlotte de Turckheim, alors là j'étais ravi de la voir. C'est une actrice qui a pas forcément une carrière de malade à Hollywood et tout ça, mais qui a quand même fait pas mal de films et qui a une carrière assez longue et que je trouve super attachante. C'est vraiment la mère de famille sympathique, c'est vraiment la madame tout le monde, elle est vraiment nature et d'ailleurs on va voir qu'elle est très joueuse, donc je suis assez ravi qu'elle soit au casting. J'espère qu'elle va pas trop se faire griller rapidement parce que je vous spoil tout de suite, elle est traître, donc j'espère que ça va tenir. J'avoue que si j'avais été à la place d'Éric Antoine, j'aurais aussi posé ma main sur son épaule parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne. Donc assez content qu'elle soit là, je dis, elle va mettre un petit peu de peps à l'émission, elle va faire rire parce que moi elle m'a fait un peu rigoler ce soir. Donc vraiment stylé, j'étais assez content qu'elle soit là. Ensuite on a Andy Raconte, alors c'est une youtubeuse que je connais peu finalement, j'ai vu 2-3 vidéos d'elle. Celle que j'ai vue et que j'avais bien appréciée à l'époque, c'est quand elle parlait des réseaux sociaux de Facebook, je sais plus comment elle s'appelle cette vidéo, n'hésitez pas à la chercher, je me rappelle plus, où elle racontait l'envers du décor de Facebook quoi, c'était plutôt rigolo cette vidéo. Et j'avais vu un film français avec Philippe Lachaud qui était très très mauvais d'ailleurs, je crois que c'était Épouse-moi mon pote, rempli de clichés, c'était vraiment à l'enfer. Et elle jouait dedans, elle jouait pas forcément mal d'ailleurs, mais petite anecdote aussi, cette candidate, elle a fait Secret Story, elle a fait la toute première saison de Secret Story, elle s'appelait Nadège dedans, son secret c'était j'ai des tocs, et c'était un faux secret, elle a révélé dans une émission de Thierry Ardisson d'ailleurs, parce que j'avais vu une émission de Thierry Ardisson où elle était invitée, et effectivement elle a fait Secret Story, elle a viré assez vite, elle a viré en deuxième, mais je pense que c'était pas trop son délire, on sentait qu'elle était pas dans le jeu ni rien, parce que la première saison j'avais un petit peu regardé, j'ai pas regardé toutes les saisons de Secret Story, mais la saison 1 j'avais un petit peu regardé. Finalement, après elle s'est lancée sur YouTube, elle a grave percé, donc tant mieux pour elle. Voilà, j'étais plutôt content de la voir, même si je pense que les gens qui ont 40 ou 50 ans, ils se sont dit mais qui est cette personne. Mais bon, plutôt cool de la voir quand même. Ensuite on a une sportive et ancienne ministre, pour la deuxième politique de l'aventure, c'est Laura Flessel. Pour l'instant elle n'a pas spécialement donné grand chose, moi c'est pas une personne que j'ai trop suivie dans ma jeunesse, donc écoutez, je suis assez curieux de la voir, mais pas non plus hypé de malade. Elle a l'air sympathique, c'est cool, elle a quand même une vie assez improbable, parce qu'elle a été championne olympique et compagnie, et en plus après elle a fait de la politique, donc un parcours assez atypique. Donc j'attendais de voir, pas de hype spécialement, mais j'attendais de voir. Ensuite on a Vincent de Sagna, donc l'acolyte de Michael Youn. Bon, c'est pas quelqu'un que je déteste, mais c'est pas quelqu'un que j'adore non plus. Le Morning Live, j'étais pile la cible à l'époque, j'étais au collège, tous mes copains regardaient. Moi j'ai pas trop regardé, j'avoue. J'ai trouvé ça assez vulgose. J'étais allé même voir au cinéma avec mes potes les 11 commandements. Je pense que j'étais allé pour essayer de m'intégrer, clairement, parce que je n'avais pas du tout envie de voir ce film. C'était un peu de la merde, on va pas se cacher. Je trouve que quand même, Michael Youn et Vincent de Sagna et Benjamin Morgan, le troisième acolyte, sont plutôt sympathiques quand même, ils ont l'air plutôt sympas. Donc je me suis dit, Vincent de Sagna pour apporter quelque chose de plus. Je le déteste pas vraiment, il est feel good, donc à voir aussi. Ensuite on a Kéron, alors Kéron moi je l'adore, je trouve qu'il a une tête trop chelou mais que je trouve super. Il m'avait fait grave rire dans Bref, moi je l'aimais beaucoup. J'avais vu son film Nous trois ou rien avec Léla Becti, c'était trop la base, j'avais adoré, vraiment gros coup de cœur. Il avait fait aussi La Mauvaise Herbe avec Catherine Deneuve, c'était très sympa aussi. C'est un très bon acteur, c'est un très bon réalisateur, je l'aime beaucoup. J'ai jamais vu un spectacle ni rien, mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa tête. On dirait un petit peu une chauve-souris, mais en même temps elle est trop cute, enfin c'est n'importe quoi. Je l'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup cette personnalité, donc je suis un peu déçu. Si vous avez vu les épisodes, je suis un peu déçu du coup. J'étais assez curieux de le voir. Bon, il a joué trop rapidement, c'est dommage, mais honnêtement j'étais très hypé de le voir. Avec Jean Lassalle, c'était les candidats qui me donnaient plus envie de voir l'émission. Ensuite on avait Norbert Tarrer de Top Chef et qui est cuisinier et qui a fait énormément d'émissions comme Norbert Commis d'Office, etc. Bon, moi c'est un candidat que j'avais détesté dans Top Chef, il en faisait trop, un peu vulgos, un peu beauf, désolé de dire ça. Après je le connais pas dans la vie, ça se trouve il est super sympa et tout, il y a des chances hein. Mais voilà, sa façon de s'exprimer, il en fait trop, il me fait pas rire. Moi j'étais pas forcément très hypé de le voir, donc j'avoue que j'étais un peu content au début d'émission. Bon finalement on s'en doutait, il est toujours dans le game, mais voilà, pas hyper hypé par ce candidat que je trouve un peu vulgos. Ensuite on avait Caroline, donc de l'émission Affaires conclues. Je vous avoue que j'ai très peu regardé cette émission. En plus on a toujours Sophie Davant qui écoute. Alors cet objet, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mais c'est une horloge qui était chez ma grand-mère et en fait elle l'a héritée à sa grand-mère aussi. Donc ça traverse toute la génération. C'est vraiment important pour moi, c'est une valeur très sentimentale. Mais bon, faut que je m'en sépare. Je me dis qu'elle a sûrement de la valeur, donc c'est pour ça que je voulais l'amener aujourd'hui. Et là on a Sophie Davant qui fait vraiment. D'accord. Alors, sinon, ça vaut combien cette merde? Putain, vraiment méprisante, ça me bute. Mais en tout cas, j'ai jamais trop regardé, donc Caroline, je savais pas trop ce qu'elle allait donner. Je l'avais vue dans Fort Boyard une année, je me dis, bon, elle est plutôt rigolote, pourquoi pas. Bon, j'étais dans l'expectative, j'étais pas spécialement excité, mais pourquoi pas, ça peut être sympa comme profil dans cette émission. Ensuite, on avait Guillaume Play en présentateur et journaliste, non, je sais pas si il est journaliste, mais en tout cas, il pose des questions à différents artistes. Donc moi, clairement, je m'en moque total. C'est même pas que j'aime pas ou que j'aime bien, c'est que Osef total. J'ai très peu vu de vidéos de lui, ou très peu vu d'interviews de lui, ou de prestations de sa part, donc
Voilà, pas d'avis spécialement. Je me suis dit qu'il allait être feel good, s'ils l'ont casté, c'est qu'il est un minimum intéressant. Mais voilà, pas spécialement hypé par ce candidat. Ensuite, on a Jennifer Demey. Alors clairement, je ne savais pas qui était cette personne. Et au moment où elle parle d'elle, elle dit « Je suis présentatrice, etc. » Je dis « Ah oui !» Je me suis dit, son visage me parle vaguement, mais je ne sais pas qui c'est. Et effectivement, c'est vrai que je regarde souvent le 1945. Et c'est juste avant la météo, donc je l'aperçois avant. Hein. Je regarde très peu la météo à la télé, je regarde souvent sur internet quand j'en ai besoin. Et effectivement, je dis « Ah oui, ok. » Et elle était Miss Aquitaine. Miss Aquitaine, c'est chez moi. Donc écoutez, pareil que Guillaume Play, quand je connaissais pas, je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, on a Vincent Cespedes, j'espère que je dis bien son nom. Donc le philosophe qui a écrit pas mal de bouquins, qui fait des conférences, etc. Mais pareil, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, il a l'air intéressant quand même, il a l'air d'être joueur. Bon, il fait un peu n'importe quoi, on va en parler dans la soirée rapidement. Mais honnêtement, voilà, j'étais pas forcément ultra hypé non plus. Un peu comme Guillaume et Jennifer. J'attendais de voir. Et pour terminer, Christopher Edia, alors lui je le connaissais encore moins, je crois que c'est celui que je connaissais moins de tout le casting. Vraiment, c'est un mec qui a eu plein de records dans l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles. Bon, ok. Il a l'air d'être un sacré personnage, il en fait énormément, il en fait beaucoup trop pour moi. Vraiment too much, je pense qu'il va un petit peu m'agacer dans la saison, mais en même temps il a l'air très sincère aussi, il a l'air d'être super émotif. Donc on va voir ce que ça donne, je suis pas sûr qu'il fasse long feu. Heureusement qu'il est pas traître, sinon ça aurait été un massacre. Mais en tout cas je ne le connaissais pas, donc vraiment un casting un peu moins bien pour moi que la saison 1 parce que je connaissais beaucoup moins de gens. C'est vrai que dans la saison 1, je connaissais quasiment tout le monde par Vanessa et vite fait Paul que j'avais vu au loin. Ah si, Melo Coco, mais Melo Coco j'ai adhéré assez rapidement grâce à Natou et leur binôme. Mais voilà, je trouve que le casting cette saison il est plus nombreux mais moins fou. Il y a des petits coups de cœur, Charlotte de Turckheim, Jean Lassalle, j'étais impatient de le découvrir et Kéron que je voulais absolument voir. Finalement j'aurais pas vu longtemps, mais en tout cas moins hypé niveau casting, mais bon, on s'est quand même lancé dans l'aventure. Et là, je vais donc débriefer un petit peu l'épisode, mais pas autant en détail que je débriefe les épisodes de Koh Lanta. Je vais essayer d'être plus rapide et plus concis, parce que vraiment, Koh Lanta, je fais dans les détails, vraiment. Il y en a même beaucoup d'entre vous qui disent « Oh là là, mais vraiment, il parle beaucoup, il va dans tous les détails, peut-être que c'est trop long, j'en sais rien. » Mais là, je vais essayer de faire plus court. Déjà que j'ai parlé de chaque candidat, ça a pris un peu de temps. Hein. Je vois le temps qui défile, je me dis « Oh là là, je parle beaucoup trop. » Donc, on va essayer d'aller dans l'essentiel. Et donc, on retrouve les candidats dans le train. Alors, j'ai pas relevé grand-chose. J'ai juste relevé la phrase de Claude qui dit « Ouais, j'ai perdu 4 fois en finale une aventure. » Alors non, tu as perdu 3 fois en finale. Et ensuite, la 4e fois, tu devais avoir le titre, mais comme tu es un gros tricheur, on te l'a enlevé. Voilà, je veux juste souligner ça. Même s'il faut pas retenir Claude que pour la triche, j'étais en mode cette phrase un peu mal placée. Je pense qu'au montage, ils ont fait on la met direct. Phrase aussi que j'ai relevée très rigolote de Jean Lassalle qui va dès le début, voilà, annonce la couleur. On lui parle de sa carrière politique et notamment de sa campagne présidentielle. Il fait j'y connaissais rien en politique, mais bon, j'avais rien à faire. Putain, mais le mec, s'il fait ça toute la saison, je meurs. Franchement, il m'a fait beaucoup rire. C'était assez rigolo comme punchline. Donc ensuite, il sort du train. Il y a Eric Antoine qui les accueille. Et très rapidement, il leur explique et vous allez vous mettre en randonnion du plus menteur au moins menteur selon vous. Donc ils font ça. Je suis un menteur, je suis pas un menteur, nanana. Et au bout des mois menteurs, on retrouve Norbert et Caroline. Donc déjà, un peu surpris que Norbert se considère pas pour un gros menteur, mais ok. Et là, d'un coup, un twist. Il y a Eric Antoine qui dit ah, vous êtes les 2 mois menteurs. Eh bien, très bien, vous êtes éliminés. Vous prenez le train et vous vous cassez. Ok. Alors clairement j'étais sur mon canapé, je me suis dit bon mais c'est bon, on connaît le bail, hein, on connaît le délire, clairement ils vont revenir, ils nous le font tout le temps dans Koh Lanta. Vous êtes les 4 bannis, vous êtes éliminés sur le champ, gna gna gna. C'est arrivé très rarement, souvent dans des All-Stars d'ailleurs c'est arrivé. Je crois que c'est jamais arrivé dans une saison anonyme que quelqu'un quitte l'aventure sur une épreuve directe ou sur un twist, c'est jamais arrivé. C'est que dans des All-Stars, à des morts subites dès le début de l'aventure. J'avoue que quand j'ai vu ça, je fais bon mais ils vont revenir dans le jeu, hein, clairement on va pas nous prendre pour des cons. Donc les 2 prennent le train, ça dégage, ciao bisous. Très bien, bon les candidats sont so choqués. Et moi si j'avais été candidat, j'aurais dit mais clairement ils vont revenir. Enfin surtout si je m'appelle Claude et que j'ai fait 4 fois Koh Lanta. On n'est pas chez TF1, c'est pas Adventure Line Production. Mais quand même, hein, j'aurais eu des doutes. Ensuite, il rentre dans le château d'Harry Potter et on voit un truc assez drôle. Il y a des tableaux un peu type de l'ancienne époque, un peu Marie-Antoinette et compagnie, avec leur effigie. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympathique. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Je voulais juste souligner ce petit détail. Ensuite, on a le petit interrogatoire d'Éric Antoine pour chaque candidat pour savoir s'ils veulent être traîtres ou non. J'ai pas relevé grand chose, juste clairement la phrase de Charlotte de Turckheim qui dit ouais, moi je veux leur baiser la gueule. Dead. Ça c'est vraiment
du Charlotte de Turckheim, c'est franco, c'est vraiment cool. Moi je suis content qu'il l'ait invitée et qu'elle fasse l'émission parce qu'elle est brute de décoffrage mais à la fois elle a une bonne humeur de ouf. Elle est pas brute de décoffrage comme Frédéric de Colenta en mode je vais retourner tout le game, je vais tout vous démonter, je suis dégoûté d'être dans une équipe de femmes. Non, elle est brute de décoffrage mais à la fois assez rigolote. Il y a une petite punchline d'Eric Antoine contre Claude en mode tu pourras pas cacher de barre chocolatée, hihihihi, en mode ben t'as bien triché dans Colenta. Clairement je pense que ça va le suivre à vie ce pauvre Claude, même moi je m'acharne un peu j'avoue. Et on voit vraiment Christopher qui a trop la rage, qui est en boucle, on dirait qu'il a pris de la coke, je ne sais pas, monsieur faut arrêter de se droguer, hein, clairement il a trop la rage. Voilà, c'est les trucs que j'ai noté de l'interrogatoire, c'est souvent pour faire des petites cinématiques pour remplir un petit peu l'épisode. Bon, bien sûr qu'ils veulent tous être traîtres, à part Jean Lassalle qui est en mode peut-être. Moi j'avoue je sais pas si j'aimerais être traître. J'en sais rien. Confession de Clem Coco, est-ce que j'aimerais être traître? En fait, j'ai peur d'être traître et de me faire avoir en 3 secondes. Parce que je sais pas si je sais très bien mentir. Moi, souvent, mon visage, ça se voit mes émotions. C'est-à-dire que si on m'offre un cadeau et que ça me plaît pas, je vais faire ah merci, c'est trop gentil, super. Mais les gens qui me connaissent, ils font ben ça lui plaît pas, clairement. Ou quand je suis vénère, ça se voit. Quand je suis ému, ça se voit. Enfin, donc je sais pas si je serais un très bon traître. Bien sûr que j'aimerais, je pense. Mais j'aurais très très peur. Je serais vachement flippé. Alors que si j'étais loyal, bien sûr que j'aurais peur qu'on me soupçonne. Mais je sais pas. D'ailleurs, peut-être qu'un jour j'en ferai un avec mes potes, une version traître, version nous. J'espère ne pas être traître, mais en même temps, même si je suis loyal, je sais que tous mes potes sont capables de voter contre moi en mode bah c'est sûr que Clément il est traître, il en fait 3 tonnes, enfin. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, je sais pas si j'aimerais être traître. Je pense que oui, mais je serai en détresse, clairement, et je pense que je me fais griller en 3 secondes. Ensuite, c'est la table ronde, la toute première pour déterminer qui vont être les traîtres. Donc là, il y en a Eric Antoine qui fait du suspense, en mode qui sont les traîtres, il tourne autour de tout le monde, tout ça, machin, etc. Et donc, il met ses mains sur Charlotte de Turckheim. Donc là, j'étais ravi, j'étais trop content, je voulais absolument qu'il la choisisse, donc assez impatient de voir ce qu'elle va donner. Ensuite, il met sa main sur l'épaule de Guillaume Play, donc là, j'étais en mode pourquoi t'as pas mis sur Jean Lassalle? Alors je pense que si ça avait été Jean Lassalle, ça aurait été un enfer. Mais bon, un peu déçu que ce soit Guillaume Play, je vous avoue. Et le troisième, mais on saura pas qui c'est. Il a bien posé sa main sur l'épaule de quelqu'un, mais on saura pas qui c'est. Par contre, il dit clairement que c'est soit Juju Fifi 4, soit Thibaut Inchette. Donc c'est pour ça qu'on va se les taper à fond. Et ils se regardent pas entre eux. L'année dernière, Clémence, Riyad et Vanessa s'étaient regardés entre eux. Là, pas du tout, donc ils savent même pas qui est qui. Avant vraiment le petit conseil où ils vont décider d'éliminer quelqu'un. Mais voilà, pour l'instant, ils ne savent pas avec qui ils sont en tant que traîtres. Au moment d'ouvrir les yeux, clairement, suspicion dans tous les sens. Il y a surtout Guillaume qui est visé, notamment par Kéron qui l'observe beaucoup, le fait que Guillaume ne regarde pas les gens dans les yeux, qu'ils sont en panique, etc. Jennifer aussi le soupçonne, et également Natacha Saint-Pierre. Donc Guillaume est clairement dans la sauce dès le début, alors que c'est vraiment un traître. Donc je me dis, ça se trouve, un traître va sauter dès le premier conseil, dès la première table ronde. Pardon, on n'est pas dans Colenta. Donc ça peut être sympa, ça peut retourner le game direct. Vanessa avait été éliminée assez rapidement. Peut-être pas la première table ronde, mais assez rapidement. Et d'un autre côté, on a Juju Fifi4 qui clairement soupçonne Thibaut, son mec. Et lui aussi, il attaque un peu Juju pour dire mais ça se trouve c'est toi, pourquoi tu m'attaques moi, gna gna gna. Et on a aussi Andy raconte qui suspecte également Thibaut. Donc on sent que Thibaut et Guillaume sont déjà dans les petits papiers de tout le monde et que l'un des deux peut vite dégager de l'aventure. Juste après, on a une petite discussion entre eux, souvent ils sont dans un petit salon, tous ensemble, ça commence à suspecter, etc. Petite mise en scène. Et effectivement, Juju est à fond sur Thibaut, elle est persuadée que c'est lui. Ils ont un petit peu des discussions entre eux pour essayer de se jauger, mais bon, elle est persuadée que c'est le traître. Lui aussi peut être persuadé que c'est la traître, mais c'est surtout elle qui s'attaque à lui. On a également une Charlotte de Turckheim qui a le démon, elle attaque tout le monde, etc. Elle dit je suis sûr qu'il y a peut-être Juju, je suis sûr qu'il y a peut-être Jennifer. Elle joue vraiment le jeu à fond, du coup les gens ne suspectent pas forcément Charlotte tout de suite, donc ça c'est plutôt cool. Mais vraiment, elle s'attaque surtout à Guillaume en se disant mais Guillaume c'est sûr c'est un traître de ouf. Natacha appuie les dires de Charlotte, donc vraiment on sent que Guillaume est dans la sauce et d'un autre côté on a Thibaut qui est un petit peu aussi en danger. Et on enchaîne direct, on a la toute première épreuve afin que quelqu'un ait l'amulette pour se sauver des traîtres et aussi gagner des lingots d'or, ça peut être sympa. En tout cas tout le monde débarque sur le bord de plage et là on a carrément Jean Lassalle qui enlève ses pompes et les pieds nus sur la plage alors qu'il fait moins 1000. On a l'impression que tout le monde a super froid, tout le monde est en mode doudoune, etc. À part le fils de Jean-Pierre Pernaut, Tom Pernaut qui clairement était en short, tranquille. Écoutez, il est pas frileux, tant mieux. Mais en tout cas, tout le monde est au bord de la plage et il va avoir la première épreuve. Eric Antoine choisit au hasard les 2 chefs d'équipe, ce sera donc Jean Lassalle et Christopher de N'oubliez pas les paroles. Et donc les règles sont simples, les 2 chefs d'équipe, donc Jean Lassalle et Christopher, vont être enterrés vivants comme l'année dernière, ça fait pas plaisir en fait. Et dans le cercueil, en plus d'être enterrés vivants, il y a des insectes pourris, on a des vers de terre dégueulasses, on a des blattes effrayantes et des araignées de la mort, donc ça fait pas plaisir
du tout. Les autres membres de chaque équipe, alors on a une partie qui doivent aller en radeau. Au niveau des bouées, il y a des coffres et dans ces coffres il y a un code parce qu'effectivement les cercueils sont enchaînés avec 2 cadenas avec un code à trouver pour chaque cadenas et ils doivent trouver les 2 bons coffres avec les bons codes. L'autre partie de l'équipe, eux, ils vont monter dans une tour et tout en haut de la tour, il y a un espèce de grenier dégueulasse avec plein de cordes avec des couteaux à défaire. Ils doivent trouver le bon couteau pour couper la corde qui va libérer un drapeau. La couleur du drapeau correspond à la bonne bouée où il y a les coffres. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris dans les règles, mais quand on voit l'émission, c'est assez clair quand même. Et une fois qu'ils ont bien sûr libéré les coffres et qu'ils les ont ouverts et qu'il y a le code, ils peuvent ouvrir le cadenas et libérer leur capitaine. C'était pas une épreuve de ouf, clairement, c'était pas forcément très intéressant, c'était un peu chiant à suivre, surtout qu'on avait bien compris que les bleus étaient bien en avance quand même, il n'y avait pas trop de suspense. Le seul truc un petit peu intéressant dans l'épreuve, c'est que Guillaume Play a joué à fond l'épreuve pour bien montrer que c'était pas un traître, qu'il faisait pas exprès de perdre l'épreuve. Natacha Saint-Pierre l'a bien observé, elle est bien tombée dans le panneau, donc je pense qu'à ce moment-là, Guillaume Play est un peu écarté des suspicions de chacun, parce qu'effectivement, à la fin de l'émission, il est tranquille, personne ne menace, il est tranquille, personne n'essaie de l'éliminer. C'est le seul truc qui était intéressant dans l'épreuve. La réaction de Christopher pour rentrer dans le cercueil, c'était assez rigolo, même si c'est pas drôle de se moquer de quelqu'un qui a peur, clairement. Mais il était en panique totale, donc toute son équipe l'a rassuré, il a finalement décidé de rentrer dans le cercueil. Jean Lassalle, de son côté, il était en mode bonne nuit, à l'affaire. Oui, Jean Lassalle est vraiment cool, hein. C'est pas quelqu'un de chiant, hein, clairement. Donc voilà, l'épreuve bof, pas trop suspense, juste le jeu Guillaume, Natacha et Christopher et Jean Lassalle qui rentrent dans le cercueil avec une réaction complètement différente, c'était plutôt cool, mais sinon pas fou comme épreuve. L'équipe gagnante, donc les Bleus, ont réussi à obtenir un passage dans l'antichambre. Alors pour vous récapituler rapidement, il y a un des membres de l'équipe gagnante qui va prendre au hasard un tiroir ou un placard, je ne sais plus, et le hasard va faire que l'un d'eux va avoir une amulette pour se sauver du conseil des traîtres, donc il sera pas éliminé par les traîtres, donc ça c'est cool. Ils y vont tous, mais on ne sait pas qui a eu l'amulette. Petit mystère. Ok, et vient le moment du petit salon où tout le monde discute tranquillement, tout ça. On a Juju et Thibaut, vraiment ils prennent grave de place, on voit que, donc on se doute que l'un des deux va soit sauter, soit faire un coup de malade. Elle le suspecte de ouf, elle est vraiment sur ses côtes. D'un autre côté, on a Kéron qui a son petit papier où il note tout en disant qu'il n'a pas beaucoup de mémoire mais il préfère tout noter. On sent que Kéron est vraiment dans le jeu. Et là, je ne sais pas ce qu'il nous fait, c'est un peu n'importe quoi. Il accuse 4 personnes comme ça alors que les gens sont présents dans la pièce. Il est en mode toi c'est toi t'es un traître, toi aussi, je suspecte toi aussi et toi aussi. Clairement, il s'affiche de ouf, il se met énormément en avant. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais Kéron? Non. Moi qui l'adore, je me dis c'est n'importe quoi. Même Charlotte de Turquie, elle est en mode mais Kéron il fait n'importe quoi. Il se met grave en avant, il se grille en 3 secondes. Et même lui il dit je préfère être éliminé en étant offensif plutôt que rester dans le jeu, aller très loin dans le jeu en étant un petit chien qui suit. Enfin là tu t'affiches de ouf. Enfin je me suis dit ok Kéron, bisous, que ce soit par les traîtres ou au conseil, c'est mort. Et d'un autre côté on a Claude de Koh-Lanta qui est plutôt discret depuis le début de l'émission et là effectivement il dit ben moi je joue la carte de la discrétion, j'observe beaucoup, je veux pas trop mettre en avant parce que j'ai quand même une petite réputation de traître etc. Voilà, sur le coup on a quand même Charlotte qui est quand même assez bonne joueuse, hein, qui l'observe bien, qui dit je me méfie quand même Claude. Là il joue le mec tranquille, ça se trouve c'est un gros traître donc attention. Donc est-ce que Claude va être sur les petits papiers? On verra. Spoil alerte, non. Ensuite, on a le moment du conseil des traîtres où ils vont éliminer quelqu'un, mais juste avant, on a Eric Antoine qui accueille les traîtres, les deux qu'on connaît en tout cas. Il leur fait prêter serment, comme quoi ils doivent vraiment respecter toutes les règles des traîtres, etc. Petite mise en scène pour remplir l'épisode. Et ils se retrouvent et donc ils vont découvrir qui est les traîtres et surtout nous allons découvrir qui est le 3e traître. Donc ils se découvrent tous les 3 effectivement, le 3e traître et Juju Fifi Cat. Zéro suspense, hein, clairement. Thibaut était tellement mis en avant comme quoi ça pouvait être le traître que du coup je me dis bah c'est l'autre, c'est sûr que ça va être Juju. Donc c'est Juju, la 3e traître. Charlotte et Guillaume sont choqués que ce soit elle aussi, le traître, ils sont un peu chamboulés de voir qui sont les traîtres. Je me dis que c'est plutôt pas mal quand même. C'est un trio de 3 personnes qui sont complètement opposées, donc je me dis pourquoi pas. En tout cas, ils sont assez excités. On a quand même Juju qui est assez inquiète, elle sait qu'elle va devoir faire de gros choix. Donc là, je me suis dit, s'ils mettent ça en avant, ça se trouve, elle va dégager Thibaut en 3 secondes. Ce qui est arrivé, hein, je spoil, mais c'est vrai. Elle va même elle-même voter contre son mec. Futur mari en plus, c'est pas très joli tout ça, mais bon, moi je dis, pas de quartier. Clairement, moi j'ai ma soeur, mon frère, mon chien dans l'aventure. Si je dois continuer l'aventure et avancer le plus loin possible, et il faut que j'élimine pour ça, ben, j'élimine un proche. Rien à faire. En mode Sierra en Survivor. En tout cas, ils doivent éliminer quelqu'un, ils mettent un nom dans l'enveloppe, on ne le voit pas bien sûr, on va le découvrir le lendemain au petit déjeuner. Le lendemain, c'est le petit déjeuner copieux où on va découvrir qui c'est qui a été éliminé dans la nuit, puisqu'effectivement, quand ils se retrouvent tous au petit déjeuner, il va manquer quelqu'un à l'appel et c'est celui qui a été viré dans la nuit par les traîtres. Et là, il y a un peu tout le monde qui arrive, voilà, au compte-gouttes, ils arrivent par groupe de 2, de 3, de 4, etc. J'ai noté notamment Guillaume qui pointe encore du doigt Thibaut, comme quoi Thibaut est hyper relax, il n'était pas stressé, etc. Bon, tranquille. On a une Charlotte de Turquie qui est quand même traître, qui fait un peu l'ingénue.
ému. Ah mais ça veut dire qu'on reste dans l'aventure, j'avais pas compris. Elle joue bien son jeu, tranquillement. Et à la fin, on voit qu'il reste plus que 2 candidats qui manquent à l'appel, donc Laura Flessel et Kéron. Donc là je me dis ok, Kéron a dégagé, c'est sûr de sûr. Pourquoi ils auraient visé Laura qui pour l'instant est assez discrète, on l'a pas trop vue dans l'épisode et tout. Et effectivement, Laura rentre et donc Kéron est définitivement éliminé. On revoit la scène où il ouvre le courrier qui est en mode ah, je suis éliminé. Bon, il est un peu deg, mais bon, il a joué offensif, quoi. Je suis très déçu qu'il ait dégagé, clairement, j'ai un peu la haine. Je l'aimais bien, je crois que c'était mon candidat préféré de la saison, donc je suis un peu deg. À chaque fois, mes préférés, ils sautent. Alexandre Polenta, maintenant Kéron. Donc je suis un peu deg, vraiment, je suis un peu deg, mais bon, en même temps, il a joué de façon trop agressive, donc c'est pas surprenant qu'il saute. Et là, on a Eric Antoine qui enlève son petit portrait du tableau. Trop triste. Et on voit quand même qu'il y a encore le portrait de Norbert, donc on se dit que Caroline Norbert vont clairement revenir dans le jeu, zéro suspense. Ah, et j'ai oublié de noter aussi, celui qui avait une amulette, c'était Vincent C, le philosophe. Bon, c'était pas grand intérêt qu'il l'ait, mais bon, c'est le hasard, c'est comme ça. Ensuite, pour la suite, il y a Eric Antoine qui donne rendez-vous à tous les candidats dans une chapelle, donc ils s'y retrouvent tous, petite chapelle sympathique. Et au moment où ils rentrent tous, on a plein de gens effrayants avec des masques en or effrayants également. Moi, franchement, je vois ça en vrai, je suis en mode what? Donc ça fait pas très envie. Et en plus, on apprend que c'est l'enterrement de Kéron, vu qu'elle était éliminée en premier, c'est pas très gentil. Vraiment, vous enfoncez le coup jusqu'au bout pour mon pauvre Kéron. Et il dit, ben voilà, il va y avoir 2 équipes, sauf que vous êtes impair, donc il y en a un qui va pas participer. Et là, très vite, Jean Lassalle, il fait, bon, ben je me désigne, hein, c'est pas grave, y a pas de souci, je joue pas. Mais ok, mais en fait, on se dit, Jean Lassalle, on a rien à foutre de jouer. En fait, il a signé un contrat, mais il s'en bat les couilles. Donc ça m'a tué. Bon, ben il fera pas l'épreuve, il s'en moque. Et l'épreuve, alors un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ils sont dans une église, donc il y a un confessionnal au fond. Et à tour de rôle, à chaque manche, un membre de chaque équipe va devoir courir dans le confessionnal où il y a Eric Antoine. Il va donner 3 éléments d'un livre que chaque équipe a. Il va donner le numéro de la page, le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Et à ce niveau-là, ils vont avoir une espèce d'énigme pour trouver un symbole. Et en fait, tous les gens qui sont assis avec leur masque doré, ils ont des symboles sur eux. Boucle d'oreille, petite broche, un livre ou un objet qu'ils tiennent dans les mains. Et ils doivent trouver ce symbole. Par exemple, si la solution de l'énigme c'est flamme, ils doivent trouver le symbole de la flamme quelque part. Voilà. En gros, c'est ça. Et il y a bien sûr qu'un symbole. C'est celui qui trouve le plus vite qui donne un point à son équipe. Je sais pas si c'est très clair dans mes explications, mais en gros, c'est ça. Alors, c'est vrai que cette épreuve était beaucoup plus intéressante que la première épreuve. J'ai trouvé ça plus sympathique. C'était pas forcément de la force, c'était surtout de la réflexion. Clairement, moi, les énigmes, c'était un massacre. Donc, c'est pour ça, pour la foire aux questions, oui, j'ai pas mal d'énigmes à répondre. Ça va être compliqué, je vais dire n'importe quoi. Sorry d'avance, c'est n'importe quoi ce que je vais faire. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'épreuve était plutôt sympathique à suivre. Je retiens juste Nathalie Marquet qui n'est pas capable de retenir 3 numéros, ou 3 chiffres, c'est vraiment un fiasco. Mais bon, je suis moqueur, mais Eric Antoine s'est un peu moqué d'elle aussi, un petit peu. Hein. Il est très moqueur, Eric Antoine. C'est le petit point positif d'Eric Antoine, même si je suis pas forcément fan. Ce que j'ai retenu de l'épreuve, c'est que voilà, très vite, les rouges ont mené, et c'est vrai qu'ils étaient bien en avance. D'un coup, comme de par hasard, les bleus rattrapent leur retard, et on arrive à égalité. On a même 2 manches qui sont perdues parce que les 2 se trompent, donc forcément ça fait 0 point pour chaque équipe, et donc là on arrive à une égalité, et c'est les 2 derniers candidats qui doivent remporter le point pour faire gagner leur équipe pour accéder à l'antichambre et choper une amulette. Et effectivement, c'est Andy raconte chez les rouges contre Vincent C, le philosophe, pour les bleus. C'est vrai que là, au niveau de l'énigme, on a Andy qui est un peu en panique parce que clairement elle se dit bon ben je suis nul par rapport au philosophe, il va tout fracasser. Et là on a une stratégie de Vincent C, mais n'importe quoi. J'ai pas compris son jeu à ce moment-là. Il fait style de mettre du temps à trouver l'énigme, alors que du coup s'il fait ça, ben, tout le monde va croire que c'est un traître. Donc j'avoue que j'ai pas compris son jeu, même après, on va en parler plus tard, mais quand il fait des stratégies un peu avec tout le monde alors qu'il est loyal, je vois pas l'intérêt de faire ça. Je trouve que Vincent C a très mal joué et il va vite se faire dégager s'il continue comme ça. Donc j'ai pas compris sa stratégie. Si vous avez compris sa stratégie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que je n'ai pas compris sa stratégie clairement. En tout cas, bah, du coup il met vachement plus de temps. Donc Andy trouve avant lui le symbole et remporte la victoire pour son équipe, les rouges. Donc tout le monde est très content. Mais les gens ont trouvé ça bien suspicieux qu'il fasse ça, Vincent. Je pense qu'il a commencé à se mettre des gens à dos, ou en tout cas à être dans le viseur de pas mal de candidats. Très mauvaise stratégie de sa part, j'ai pas compris du tout son move, donc voilà, à voir. Mais même Tom Pernaut qui a l'air un peu perdu, il a dit mais c'est trop chelou, pourquoi il a mis autant de temps alors que c'est censé être un philosophe qui trouve en 3 secondes. Enfin bref, épreuve quand même sympathique à suivre, même si c'était pas parfait, j'ai trouvé ça sympa et j'aurais bien aimé y jouer si j'avais été candidat, mais pas pour les énigmes, clairement. Et ensuite, nouveau twist, on a Eric Antoine qui dit bon mais c'est bien, vous avez gagné, etc. Mais par contre, dans toutes les personnes avec leur masque doré, je veux que 2 se lèvent. Et là on a 2 personnes qui se lèvent, donc on se dit bon bah ok, c'est Norbert et Caroline, oh my god, pretend to be shocked.
donc. Et en fait, bien sûr, c'est eux. On apprend également qu'ils sont tous les deux loyaux, donc c'est deux loyaux, hein, clairement. Un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'un des deux soit traître. Je pense que même les autres traîtres s'y attendaient. Quand ils se retrouvent pour le deuxième conseil des traîtres, ils se disent ah bah il y aurait ni Norbert ni Caroline, donc on est que tous les trois vraiment. Un peu triste parce qu'il y avait vachement plus de candidats, donc je me suis dit 4 traîtres ça peut être vraiment sympa. Ils sont plutôt bien accueillis par leurs camarades, mais je pense que certains soupçons vont jaillir, en tout cas en leur direction. Sur la route, sur le trajet retour pour retourner dans leur petit château d'Harry Potter, on a carrément Jean Lassalle qui s'est endormi. Il est à côté de Charlotte qui conduit. Il s'endort carrément sur elle. Hein. Vraiment, il est en mode ah non mais moi quand je dors. Hein. Vraiment, je suis fatigué, j'en peux plus. Mais vraiment, Jean Lassalle, c'est le big touriste. Enfin, je m'y attendais. Hein. Du coup, il ne me déçoit pas. Mais moi ça me bute. D'habitude j'aime pas trop les trolls comme ça, les styles Yves de Koh Lanta ou les Franck de Koh Lanta au Cambodge. Franchement d'habitude je suis en mode oh là là ils m'ont saoulé, ils me font pas rire et tout. Mais là moi ils me butent. Moi je suis désolé Jean Lassalle. Déjà de base il me butait, mais là vraiment il me bute. Il me bute chaque seconde ce Jean Lassalle. Et dans l'autre voiture c'est un peu le bordel parce qu'on a Norbert et effectivement Claude qui est assez discret à l'arrière suspecte un petit peu Norbert. Il dit clairement il est traître, c'est sûr, je suis sûr qu'il est traître, gna. Bon il fait fausse route mais en tout cas il suspecte Norbert. Et on a Thibaut qui fait un peu trop son malin, en mode ça se trouve je suis traître, etc. Et même tout le monde dit mais pourquoi tu dis ça, on va tous vouloir voter comme ça. Ah mais parce que moi je suis joueur, je joue avec le feu. Non mais n'importe quoi, vraiment il est pote avec Vincent C, du coup ils font n'importe quoi en stratégie ou comment ça se passe? On part dans l'antichambre, on découvre que c'est Christopher qui a l'amulette. Bon, sur le coup, je dis inutile parce que je pense qu'il était pas menacé, mais bon, ok, donc il a l'amulette. Et rapidement, il panique. Et quand on lui demande s'il l'a, il dit non, je l'ai pas, non, je l'ai pas. Donc du coup c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait. Même lui il dit oh putain mais pourquoi j'ai dit que je l'avais pas, je suis complètement perdu, j'ai stressé, nanana. Il confie également à Andy Raconte et à Juju qu'il l'a finalement. Donc ça met un peu en porte-à-faux les deux filles parce que du coup maintenant elles sont limite associées à lui. Donc s'il y a des histoires autour de Christopher, ben, elles vont être suspectées. Et surtout Juju qui est traître, donc franchement elle est en panique, on comprend, elle est vraiment en stress. Ensuite on a une grosse réunion qui accuse clairement Thibaut. Clairement Thibaut est sur la bouche de tout le monde l'accuse, même Juju l'enfonce un peu, clairement Thibaut est dans le viseur. Lui de son côté il est plus sur Vincent C qui a fait un peu n'importe quoi pendant l'épreuve, qui a fait une mauvaise stratégie. C'est quand même Thibaut qui est le plus visé, mais Vincent C il peut potentiellement se faire éliminer parce qu'en plus il fait n'importe quoi en stratégie. Il commence à proposer un pacte avec Thibaut, j'étais en mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à essayer de discuter avec tout le monde à droite à gauche. On a même Claude qui le regarde avec beaucoup de soupçons, etc. Donc en fait clairement Thibaut est dans les viseurs de ouf, mais Vincent C peut être éliminé surprise. Clairement au niveau du montage c'était pour créer du suspense. Mais vraiment, en fait, on se rend compte que Thibaut peut peut-être être sauvé. Moi, je me suis dit, vu comment on le voit grave dans l'épisode, ça m'étonnerait qu'il tienne le coup. À mon avis, il va se faire dégager. Et puis, il a fait tellement de la merde, tellement de mauvais moves, tellement de mauvaises stratégies et de discours qui n'avaient ni queue ni tête. Clairement, je sens que c'était terminé pour lui. Et j'étais bien content parce que je suis pas fan. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas compris la stratégie de Vincent C, que ce soit de perdre à l'épreuve et également toutes ces petites stratégies qu'il essaie de faire à droite à gauche. J'ai pas compris. Est-ce que ça va porter ses fruits par la suite? J'ai des doutes. En tout cas, Claude s'en méfie vraiment. Ensuite, la table ronde commence. On apprend que Caroline et Norbert ne peuvent pas voter et je suppose qu'on ne peut pas voter contre eux. C'est normal, ils n'ont pas fait partie du début d'aventure, donc forcément, on va pas non plus les mettre dans la merde et en même temps, on va pas aussi les juger alors qu'ils n'ont pas eu le temps de voir les candidats. Et rapidement, c'est le procès de Thibaut puisqu'il est visé par tout le monde. Il est visé par Guillaume, il est visé par Andy, il est visé par Natacha. On a même Juju, sa future femme, qui en met une petite couche. Donc c'est un peu tendu pour lui. Et d'un coup, Thibaut, lui, il essaye de se défendre comme il peut. Il vise clairement Vincent C, mais également Juju. D'un coup, il se retourne un peu contre Juju. Et là, c'est vrai que c'est un peu dur pour lui parce qu'on a par exemple Claude ou même Nathalie qui trouve ça scandaleux qu'il l'accuse. Claude il dit mais moi jamais j'accuserai ma femme quoi qu'il arrive. Nathalie est vraiment choquée, etc. Donc ça veut dire qu'elle serait pas capable d'éliminer son fils comme elle l'a dit dans son portrait. Donc sur le coup j'ai pas trop compris parce qu'on est quand même dans un jeu. C'est vrai que là j'ai dit stop, surtout que Juju en rajoute en pleurant beaucoup. Je me dis c'est un peu le procès de Thibaut alors qu'on est quand même là pour se faire éliminer. Enfin moi je peux venir avec mon chien, mon cousin, ma soeur ou je sais pas qui. Clairement moi je l'élimine si je pense qu'il est traître et que je peux avancer dans le jeu si je l'élimine. Donc vraiment j'ai pas trop compris. Surtout que Juju pleure beaucoup, j'ai trouvé qu'elle en faisait beaucoup. Après je me suis dit est-ce que c'est pas de la stratégie? Parce qu'en faisant ça en fait elle va gagner des points. On va en parler après le vote, mais vraiment là sur cette table ronde Juju a gagné énormément de points. Je pense en plus ça a été un peu tiraillé, il y a eu beaucoup d'émotions parce que même face caméra dans le confessionnal elle a dit que c'est très dur pour elle. Moi je trouve que c'est un peu limite. Après on n'est pas enfermé avec eux 24 heures sur 24 mais
Je trouve que c'est qu'un jeu, calmons-nous, ne nous mettons pas dans des états pareils, surtout que c'est que le début de l'aventure, calmez-vous. Je me dis, bon, t'es venu en couple, tu sais que tu peux potentiellement éliminer. David Douillet, quand il a dégagé sa femme, il était pas en larmes, hein. Il a dit, c'est le jeu, faut que je la dégage et c'est tout. Hein. Vous allez vous retrouver après, hein, pas d'inquiétude. Hein. Et c'est vrai que ça m'a un peu saoulé que tout le monde s'acharne sur Thibaut en mode, ouais, tu veux l'éliminer, c'est dégueulasse. Enfin, elle aussi, elle le suspecte depuis le début. Et pourquoi on dit rien à ce moment-là? Donc ça m'a un peu saoulé à ce moment-là. Mais je trouve que Juju, elle rentre en fait dans cette stratégie pour justement passer pour la copine éplorée, trahie, et qui en même temps, elle est triste, mais elle va éliminer son mec, c'est trop dur pour elle. Et effectivement, les votes débarquent et on a tout le monde qui vote contre Thibaut, sauf 2 personnes, donc lui-même qui vote Vincent C, hein, et Claude qui vote Vincent C également, parce qu'il le suspecte plus. Je trouve que c'est peut-être un mauvais move de Claude, parce que c'est quand même le seul, outre Thibaut, qui n'a pas voté contre Thibaut. Donc forcément, ça va peut-être le mettre sous les feux des projecteurs et dans le viseur de pas mal de candidats, on verra, parce que dans Koh Lanta, c'est clairement ce qui se passe. Après, on n'est pas dans Koh Lanta, c'est un autre système de jeu. Mais en se disant, tout le monde a voté Thibaut, sauf lui. Donc Claude, est-ce qu'il va être menacé? Je ne sais pas. En tout cas, Thibaut est donc éliminé. Même Juju a voté contre lui en larmes, mais bon, elle savait très bien qu'elle allait éliminer un loyal, mais qu'elle n'avait pas le choix pour essayer de sauver son jeu. Elle le dit même face confessionnelle, elle dit, je suis dégoûtée d'éliminer, je suis très triste qu'il s'en aille, mais en même temps, je suis une très bonne traître. Et effectivement, en votant contre lui et en pleurant comme une veuve éplorée au bout de sa vie et qui va perdre son homme, elle passe pour la petite gentille qui s'est fait embobiner par son mec, etc. Sauf que Thibaut se lève, il est donc éliminé et il annonce à tout le monde que c'est un loyal. Alors là, tout le monde est choqué, on a une Andy qui est en mode what? Natacha qui est choquée aussi, Nathalie c'est pareil, et Juju qui continue dans sa stratégie, qui fond en larmes parce qu'elle savait très bien que c'était un royal. Hein. Donc très bonne stratégie au final de Juju, parce que quand Thibaut s'en va et quitte l'aventure en disant qu'il a passé une très bonne aventure et que il sait que son élimination va tout chambouler dans l'aventure et qu'il souhaite bonne chance à tout le monde, même face caméra il dit j'espère que Juju va tous éliminer, à part si elle est traître. Oui, elle est traître, bon, oupsie. Mais en tout cas, quand il s'en va, on a vraiment tous les candidats qui se jettent sur Juju et elle gagne énormément de points, même si c'est pas forcément ma candidate préférée. Et chapeau à elle, elle a été une très bonne traître. En effet, elle s'est enfoncée dans cette brèche de Thibaut, le méchant petit copain qui votait contre sa copine, et en étant persuadée que c'était traître de la part de tout le monde. Donc elle a foncé dans ça, et même là, Sarah Royal, elle passe pour la meuf qui a trahi son mec et qui est vraiment au bout de sa vie. Voilà, son aventure, elle devient compliquée. Donc je pense qu'elle va pas être dans les viseurs des candidats, elle peut aller très très loin. Donc très bon move de la part de Juju. Les traîtres se retrouvent pour éliminer un nouveau candidat, et là c'est vrai qu'on a une Juju qui se fait un peu réconfortée par Charlotte et Guillaume, et après elle dit bon voilà, oui je suis triste, ça me fait chier, mais c'est le jeu, il faut que je continue. Moi je continue dans l'acting, clairement elle dévoile un peu son jeu aux 2 autres traîtres, oui, peut-être que j'en ai un peu rajouté, elle dit pas ça exactement, mais en gros elle fait comprendre que oui elle était triste, mais qu'elle est rentrée dans cette stratégie directe. On a une Charlotte de Turquine qui est un peu déçue d'être que 3 traîtres, mais je comprends, moi aussi j'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit 4ème pour mettre un peu de piment. Et Charlotte elle veut viser Claude, parce qu'elle sait que c'est un stratège par rapport à etc. Elle dit que c'est un gros stratège, il est assez discret, elle l'a vu un peu observer tout le monde dans le petit salon et tout, elle se dit bon ça va bien qu'on élimine Claude, ça dégage, etc. Juju n'est pas très fan parce qu'effectivement Claude était dans son équipe, l'équipe qui a gagné la dernière amulette, et elle sait que c'est Christopher, elle dit mais c'est Christopher qui a l'amulette, donc si j'élimine Claude, voilà ça va se retourner contre moi, etc. Alors j'ai pas trop compris les peurs de Juju, j'ai pas trop compris s'il y en a qui veulent me décrire dans les commentaires, parce que au coup je me dis bon après si t'élimines Claude, quel rapport avec Christopher, que ça s'en fout. Mais bon, elle est très stressée par ça, donc elle veut vraiment éliminer quelqu'un de l'autre équipe. Et rapidement, Guillaume propose Natacha, parce que Natacha, c'est vrai qu'elle est super feel good, tout le monde l'aime bien, elle est souriante et tout, et en plus, c'est une bonne enquêtrice, hein, vraiment, elle est assez bonne dans ses réflexions, donc il veut l'éliminer. Bien sûr, l'épisode se finit à ce moment-là, donc on ne saura pas qui c'est qui est dégagé par les traîtres, mais là, ce serait normalement Natacha qui ne continue pas l'aventure, et j'en serais très déçu, parce que moi, j'avais vraiment aimé qu'elle me fasse un autographe alors que je ne la connaissais pas. Hein, ce serait con d'éliminer une star pas connue qui est devenue grave connue. Ah, je t'aime, Natacha. Et donc ensuite on a juste le teaser de la semaine prochaine, et là on a beaucoup de drama, beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de gens choqués, beaucoup de gens en mode what, voilà, pas plus que ça. On voit pas trop d'épreuves, on voit pas d'autres trucs, juste ils nous ont un peu spoilé. Si vous voulez pas savoir les spoils de la semaine prochaine, n'écoutez pas ça, mais je pense que c'est ça. Effectivement on voit une intervention de Natacha qu'on n'a pas vue dans cet épisode à une table ronde, et ce qui veut dire qu'elle n'est pas éliminée, puisque l'épisode a commencé direct par l'élimination des traîtres. Donc Natacha ne serait pas éliminée, et heureusement, parce que j'ai toujours ton autographe et je vous promets, je le montrerai dans la semaine. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Voilà, en tout cas l'épisode se finit sur ça, et puis on est assez impatient de voir la suite. Donc écoutez, voilà le petit bilan de l'épisode, de ce début de saison, de cette première soirée. C'est plutôt sympa, ça s'est bien regardé. Par contre, toujours un petit peu long au niveau des cinématiques. Ça s'enchaîne bien au niveau, épreuve, discussion petit salon, table ronde, etc.
mais quelques cinématiques un peu longues, quelques moments pas très drôles de Eric Antoine, hein, quand il en fait un peu trop ça me gonfle, mais ça va par rapport à Lego Master, je trouve que ça passe. On a un peu trop vu Thibaut et Juju, mais en même temps c'était un peu autour d'eux, elle était traître et lui va se faire éliminer à la première table ronde, donc en soi c'est pas si choquant qu'on les voit, mais au niveau du spoil, on se doute qu'ils sont fortement en danger, pas surtout lui du coup parce qu'elle est traître, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient trop présents quand même dans l'épisode. Il y a certains qu'on n'a pas trop vu, comme le fils de Jean-Pierre Pernaut qui a l'air potentiellement intéressant pour l'aventure. On a vu Vincent C que vraiment au dernier moment, Vincent de Sagna on l'a quasiment pas vu, donc il y a quelques candidats qu'on voit pas assez, comme Nathalie Marquet aussi, même si c'est pas forcément ma tasse de thé, on la voit pas. Laura on l'a quasiment pas vu non plus, donc on se doute qu'ils sont pas forcément menacés. C'est un peu dommage de pas mieux dispatcher les interviews face caméra ou alors les interventions, même si dans Koh Lanta pour que tu sois vu à la caméra il faut vraiment que tu sois hyper client des interviews et surtout hyper joueur, donc c'est normal qu'on voit pas tout le monde. Un peu dégoûté que Kéron ait dégagé, vraiment je suis deg de chez deg, mais bon c'est comme ça, il a joué de façon trop agressive, il peut s'en vouloir qu'à lui-même hein, clairement. Sinon mes petits coups de cœur, il y a Kéron qui est parti trop vite, Charlotte Turken j'adore, c'est une vraie joueuse, elle est rigolote, elle me fait beaucoup rire, elle est à fond dans le jeu, elle est super motivée, c'est très agréable de voir ça. Et Jean Lassalle, Jean Lassalle c'est n'importe quoi, j'adore. Dès qu'il dit une phrase c'est n'importe quoi. Il me fait beaucoup rire, je pense qu'il va pas faire long feu parce qu'il est pas à fond dans le jeu. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Et après les autres j'attends de voir, je trouve quand même que Juju a très bien joué, c'est un très bon move, même si c'est pas forcément une candidate que j'adore de ouf. Je trouve qu'elle est vraiment entrée dans son rôle, elle a très bien joué. La veuve éplorée, j'ai trouvé ça un peu lourd au début et au final je me suis dit ah non c'est très bien joué. Personne n'avait à la viser tout de suite. Donc on verra comment ça va se passer. On a vu dans le teaser que Charlotte pouvait potentiellement être menacée, mais ça peut être plus tard dans l'aventure, en tout cas je croise les doigts. Mais c'est un épisode sympathique, un peu long par moment, mais franchement ça se regarde bien et limite j'aimerais bien faire ce jeu, ça doit être très rigolo. J'aimerais même faire plus les trades que Koh Lanta, ça doit être déjà moins intensif, mais ça doit être tout aussi rigolo. Donc voilà, en tout cas un bon début de saison, pas non plus à retourner ma télé, mais c'est agréable à regarder et j'attends la suite maintenant. Team Charlotte et Team Jean Lassalle. Et voilà la vidéo de mon avis sur l'émission Les Traîtres et la review de la première soirée de la saison 2 des Traîtres également, la même émission, est terminée. Donc j'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais ça ne parlait pas de Koh Lanta ni de Survivor, donc j'espère que vous êtes contents quand même du contenu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez de l'émission, même si vous ne l'aimez pas l'émission, n'hésitez pas à me le dire. À me dire vos petits chouchous, ce que vous aimez le moins, comment vous avez trouvé l'épisode, toujours dans le respect et dans la bienveillance bien sûr. En tout cas, on n'hésite pas à partager son avis et à mettre plein de commentaires, j'attends vos réponses et j'attends de discuter de l'émission avec vous. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Je fais souvent des posts, des enquêtes, etc. pour les interviews, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.